Nous voici donc pour le second temps, le deuxième temps de cette série de vidéos, cette série de modules. Vous avez 8 modules où vous avez chaque fois, chaque semaine, vous recevez dans votre boîte mail une vidéo. On est donc sur la deuxième vidéo. On va parler ensemble de l'expansion de l'islam et des musulmans, donc à la fois la religion et les aspects un petit peu socio-économiques à travers le monde. Donc on va aller au-delà des frontières de l'Inde et aussi de la péninsule ibérique, dont vous savez déjà, on a vu dans le précédent module, que les musulmans avaient conquis toute cette partie-là, donc forcément ils étaient présents. Mais vous allez voir que, bien sûr, on a eu cette expansion fulgurante et colossale qui s'est étendue donc quasiment jusqu'au sud-est de la France, jusqu'au sud-est de la France même, et jusqu'aux portes de l'Inde avec la conquête du Sindh, vous allez le voir au début du 8e siècle. Mais il faut bien comprendre que ces frontières, en fait, de l'islam et la manière dont ont circulé les musulmans à travers le monde a largement dépassé ces frontières-là que je viens de citer, et ils sont aussi allés finalement jusqu'en Chine, certains peut-être un peu plus loin, on n'a pas vraiment de source sur le sujet, et en même temps ils sont aussi allés bien sûr en Europe, et on va voir aussi dans ce contenu-là aujourd'hui que certains musulmans sont installés aussi dans le sud-est notamment de la France, et ce pendant des siècles, bien avant la fin de la présence officielle politique de l'islam. Donc on va d'abord attaquer le cas de la France, qu'on pourrait plutôt appeler la Francie ou la Gaule à cette époque-là, parce que la France n'existait pas, vous le savez sans doute, la France en fait en tant que telle n'existe pas avant Philippe Auguste, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc on a bien sûr ce processus des grandes conquêtes, une expansion politico-militaire et religieuse aussi en même temps, qui va amener les musulmans à conquérir le sud-est de la Francie, donc de la France actuelle, entre les années 720 et 730. Il y a aussi donc ensuite la bataille de Poitiers en 732, mais en fait, même après cette bataille de Poitiers, qui signifie aussi, parce que après la bataille de Poitiers, ce qui est moins connu comme date, c'est que Charles Martel, bien sûr, va chasser les musulmans de France, et ensuite, bien sûr, le dernier point, la dernière date clé qui est importante, c'est, je crois, c'est 757, avec Pépin le Bref qui chasse les musulmans de Narbonne, il me semble, ou de plus loin, je crois que c'est Narbonne. Et donc c'est vraiment le recul des musulmans en France. Mais il faut bien comprendre que les musulmans, en tout cas certains musulmans, sont restés sur place. Pourquoi d'abord certains musulmans sont restés sur place? Parce que d'abord, on va parler des aspects socio-économiques un peu plus tard, mais même il y a une présence politique et militaire, et aussi économique, en France des musulmans bien après les années 730-740. Avec l'exemple de l'avant-poste du Fractiné. Si vous ne connaissez pas le Fractiné, en fait, c'était une sorte de comptoir, si vous voulez, une sorte d'avant-poste, je pense fortifié, qui se situait tout près de Saint-Tropez. Donc vous voyez, on est quand même bien en France, tout près de Saint-Tropez. Et dans ce Fractiné-là, donc, qui a été étudié par certains historiens, j'en parle notamment dans le programme sur la présence musulmane, et vous avez aussi la vidéo d'introduction sur la chaîne YouTube. Et donc, dans cet avant-poste du Fractiné, non seulement, bien sûr, les musulmans vont mener des attaques, vous l'avez ici, l'image qui est à droite, donc vous voyez, on est dans les années 923, 930, donc on est quand même quasiment pile précisément 2 siècles après la bataille de Poitiers, et toujours les musulmans sont là, et ils mènent des expéditions militaires, ils vont soit piller les alentours, ils vont aussi parfois faire des prisonniers qui vont tenter de rançonner, notamment des prisonniers importants, notamment religieux, j'ai plus le nom en tête, mais un nom qui est très connu, qui est connu quand on a étudié le sujet. Également, dans cet avant-poste du Fractiné, on va non seulement donc mener ces attaques, mais l'avant-poste du Fractiné, je vous l'ai dit, c'est un comptoir commercial, ça veut dire qu'on va mener des échanges avec les régions, les territoires alentours. Donc il faut bien compenser que les musulmans qui sont ici, ils sont aussi en étroite connexion avec les populations locales. Ce n'est pas simplement des situations conflictuelles, c'est aussi des situations d'échanges commerciaux et bien plus, j'ai envie de dire, cordiaux. Donc voilà, je vous l'ai mis ici, le Fractiné, c'est aussi un comptoir commercial. Donc ça, on va essayer un petit peu de replacer ce comptoir-là dans un ensemble beaucoup plus large du monde musulman, et là c'est notamment ici à l'époque des Abbassides, bon, tout est en vert, mais ça représente aussi l'ensemble du monde musulman, mais il faut bien comprendre que c'est des pouvoirs différents qui règnent sur ces régions-là. Mais bon, bref. Le Fractiné, donc, vous le voyez ici, marqué Fractinetum, et en fait, ce port-là, ce comptoir-là, il va être en connexion avec, finalement, il faut bien comprendre que cette époque-là, les musulmans dominent
quasiment, enfin une bonne partie de la Méditerranée, au moins tout le sud et l'ouest de la Méditerranée, avec un ensemble de ports, et notamment avec les ports du nord de l'Afrique, qui vont communiquer entre eux pour faire ces échanges commerciaux. Comment on le sait? Eh bien comment on le sait? Parce qu'en fait on a retrouvé plusieurs épaves, comme par exemple celle du Batéguier, que vous voyez ici marqué sur l'image de gauche. Vous voyez ici à droite des objets qu'on a retrouvés, et on a retrouvé des épaves arabo-musulmanes, qu'on appelle les épaves sarrasines, sur toute cette zone-là, autour de Marseille, autour de Cannes, autour aussi de Saint-Tropez, et c'est des épaves qui, pour la plupart, on pense en tout cas, sont des navires qui appartenaient à des navires de commerce, donc à des marchands, et donc ça montre aussi qu'il y avait des échanges commerciaux, des réseaux commerciaux à ces époques-là, qui reliaient finalement, alors déjà le monde musulman, ou les mondes musulmans entre eux, mais aussi qui permettaient d'échanger entre l'Occident chrétien, et notamment la France ici, la Francie, et les territoires sous domination musulmane. Vous savez aussi qu'en France, je vous l'ai dit, il y a une présence des musulmans. Donc là, on ne parle pas simplement d'échanges commerciaux, on parle aussi de musulmans qui ont vécu en France au cours du Moyen-Âge, qui est encore moins connu, je pense, pour le grand public, et c'est important d'en parler. Vous voyez par exemple ici 3 sépultures musulmanes qu'on a retrouvées à Nîmes et qui datent probablement du 8e siècle. On a aussi 7 tombes musulmanes qui ont été retrouvées à Marseille. Alors j'ai plus les dates en tête, c'est peut-être un petit peu postérieur parce qu'à Marseille on a aussi d'autres données qui datent d'époques beaucoup plus anciennes, peut-être du 11e, 12e siècle, je ne pourrais pas vous le certifier. Mais dans tous les cas, sachez qu'on a retrouvé des sépultures musulmanes dans ces villes-là. On sait aussi par des documents écrits, on ne parle plus ici d'archéologie, que les musulmans étaient présents dans certaines villes du sud-est de la France, comme par exemple à Montpellier au XIIe siècle. Il y a d'autres villes qui sont comme ça aussi. On a aussi retrouvé des inscriptions koufiques. Alors les inscriptions koufiques, c'est juste le koufik, en fait, c'est une écriture beaucoup plus arrondie, enfin arrondie non, carrée, donc beaucoup plus géométrique de l'arabe. Et on a retrouvé une inscription koufique, je pense ici peut-être que c'est un monument funéraire, qui date du XIIe siècle à Marseille. Donc là aussi, présence des musulmans à Marseille. Maintenant qu'on a vu cette présence donc de ces musulmans en Francie, je pense que vous aurez appris des choses parce qu'on en parle extrêmement peu et c'est dommage, il faut en parler. Encore une fois, j'ai fait un programme sur le sujet, si ça vous intéresse, vous allez le trouver rapidement sur YouTube. On va parler maintenant de l'expansion, là aussi multifactorielle, parce qu'en France, je vous ai dit, on a une expansion, enfin, on a une présence qui touche à la fois à des intérêts militaires, politiques, des intérêts socio-économiques, culturels aussi, parce qu'on a aussi ces inscriptions koufiques, on a des objets très importants. Et on a aussi, je ne vous l'ai pas dit, retrouvé des fours à Potiers à Marseille qui réutilisaient des techniques utilisées à l'Andalous, qui date ce four du XIIe siècle, donc des techniques qui provenaient de la péninsule ibérique sous domination musulmane. Ça aussi, il faut le signifier. Mais si maintenant on parle de l'Asie orientale, donc cette expansion de l'islam et des musulmans vers l'Asie orientale, eh bien cette expansion elle est aussi multifactorielle. Donc là vous voyez ici l'image, je vous ai mis en exergue ce qu'on appelle plus couramment les routes de la soie. On parle souvent des routes de la soie surtout terrestres, mais il existait aussi des routes de la soie maritimes. J'en ai parlé dans la dernière vidéo qui date de la toute fin de juillet, par rapport à des découvertes de bateaux dont on reparlera plus tard. Et ces réseaux de commerce, en fait, ils existaient avant l'apparition de l'islam. Simplement, soit ils étaient moins développés, soit par exemple les Romains, ici vous voyez l'Empire romain, passaient par des intermédiaires pour se rendre, en fait, pour que les produits romains arrivent jusqu'en Chine. Donc en fait, par rapport aux arabo-musulmans, c'est différent parce que les arabo-musulmans vont directement se rendre soit en Asie du Sud-Est, soit vous allez le voir, vont directement se rendre en Chine. Donc voilà, on va voir l'épave de Belitung, j'en ai traité dans ma vidéo qui est sortie toute fin juillet si ça vous intéresse. L'épave du Belitung, c'est une épave en fait qu'on a retrouvée en Indonésie et dont en fait les modes de construction du bateau ressemblaient à des modes de construction soit de l'Inde, soit des arabo-persans, donc soit l'Iran actuel si vous voulez, soit tous les pays du Moyen-Orient, surtout de l'Arabie ou de l'Irak. Et donc, en fait, cette épave, on pense qu'elle vient surtout du Moyen-Orient, peut-être moins de l'Inde, et donc ça met en exergue cette épave qui date du 9e siècle, et à l'intérieur de laquelle on a retrouvé quand même plus de 50 000 céramiques chinoises, il faut le noter. Ça montre qu'en fait, les musulmans commerçaient sur de très vastes réseaux, c'est-à-dire qu'ils partaient du Moyen-Orient, ils arrivaient jusqu'en Inde, ils traversaient l'Asie du Sud-Est, et ils allaient même, certains, jusqu'en Chine,
Donc ça relie vraiment un immense réseau qui finalement, on pourrait dire que tout ça mettait en place, comme je l'ai dit dans ma vidéo, une toute première mondialisation, dans le sens d'une mondialisation vraiment développée. Voilà. Parce qu'en plus, ça met bien sûr en relation sans aucun doute l'Océanie, mais aussi l'Europe, parce que l'Europe, les produits européens arrivaient forcément au Moyen-Orient, et le Moyen-Orient pouvait parfois, même bien que si c'est plus rare quand même que des produits d'Orient, mais ces produits d'Occident pouvaient arriver ensuite jusqu'en Asie orientale. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a retrouvé. Ces produits, ces céramiques chinoises étaient stockées dans des immenses jarres. Chaque jarre pouvait contenir, je crois, quelque chose de l'ordre de 130 céramiques. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je parle de mondialisation, c'est en fait vraiment la production, surtout du côté des Chinois, la production massive de produits qui étaient demandés dans d'autres marchés étrangers, et là en l'occurrence les marchés moyen-orientaux, notamment les marchés irakiens. À Bagdad, il y avait une grande demande de produits chinois, et ces produits chinois d'ailleurs on va les retrouver jusqu'à Zanzibar, donc jusqu'en Afrique de l'Est. Vraiment c'est un sujet passionnant, si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur le sujet. On a aussi, à côté du Belitung, d'autres épaves qui cette fois-ci ne sont pas donc des épaves retrouvées en Indonésie, mais qui ne sont pas des épaves arabo-musulmanes, mais qui sont des épaves locales indonésiennes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ces épaves, eh bien, on retrouve des objets qui viennent de tout ce réseau, de toutes ces régions qui sont connectées au sein de ce réseau. Donc là, vous avez ici, à gauche, des exemples de verres islamiques, donc qui viennent sans aucun doute, surtout, je pense, soit d'Égypte, soit d'Irak, parce que l'Irak était aussi une grande productrice de verre, donc en tout cas du Moyen-Orient. Vous avez aussi plein d'éléments qui viennent du Sri Lanka, qui viennent d'Indonésie, bien sûr, de Thaïlande. Donc voilà, on voit vraiment un réseau général très large à travers ces épaves qu'on a retrouvées. Vous avez ici donc le Cirebon, et à côté, vous avez aussi l'Intan qui est marqué sur l'image du centre. Et à droite, vous avez un graffiti représentant un marchand arabo-musulman ou indien du début du 8e siècle. Il me semble qu'il a été retrouvé alors soit en Inde, alors je suis très large du coup, j'ai plus les choses en tête, soit en Inde, soit en Thaïlande, mais en tout cas, c'est très ancien et ça vous montre que ce commerce-là remonte à très longtemps. Donc ces musulmans-là, je vous ai remis ici une carte actualisée plus tardive environ du début du XIIIe siècle, où vous voyez toutes les routes commerciales, donc notamment les routes commerciales maritimes qui m'intéressent ici, suivies par les musulmans, mais pas que, suivies aussi par les hindous, donc en Inde, suivies par les Chinois et les Indonésiens, moins les Indonésiens quand même qui sont surtout dans un commerce plus local. Et en fait ces bateaux-là, à la fois chinois, à la fois moyen-orientaux, soit ils commerçaient directement jusqu'en Chine, mais le plus souvent, et notamment c'était le cas au fur et à mesure des siècles qui passaient, ils s'arrêtaient, en fait, ils livraient leurs produits à Palembang. Vous voyez ici, en Indonésie, vous voyez la ville de Palembang qui était en fait une ville entrepôt où chacun entreposait ses produits, où chacun finalement de chaque côté de chacune de ces régions venait s'approvisionner à Palembang en produits étrangers et en même temps vendait ses produits. Maintenant, on passe au cas de l'Inde, et comment les musulmans sont arrivés en Inde. Alors déjà, l'arrivée en Inde, alors j'ai pas mis les dates, mais il y a d'abord la conquête du Sindh, qui a eu lieu de mémoire entre 711 et 712, en tout cas on est vers ces dates-là. Et là, c'est là aussi une islamisation qui est plurifactorielle, dans le sens où c'est pas simplement l'idée qu'on arrive militairement et qu'on va imposer l'islam, bien que ça a pu aussi se passer, faut pas penser que même si on dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion dans l'islam, ça a pu se passer parce que les musulmans sont des hommes et on sait que tous les hommes ne sont pas des bisounours, loin de là. Il y a les textes et après il y a la pratique, mais c'est une islamisation plurifactorielle parce que il y a un rôle multiple, en fait, il y a des acteurs multiples de cette islamisation, avec à la fois des marchands, à la fois des mystiques, donc comprenez des soufis, donc des adeptes du soufisme, et aussi des conversions socio-économiques dans le sens où, avec les liens finalement des marchands localement, les personnes se convertissaient parce qu'ils étaient en contact, soit aussi parce que ils avaient plus de raisons positives, de manière finalement de connaître un meilleur essor économique et social au sein des sociétés en se convertissant à l'islam. Bien sûr, il y a eu donc une grande domination politico-militaire en Inde par les musulmans qui a duré pendant des siècles, voire même plus d'un millénaire. Donc oui, je vous ai mis les dates, j'avais pas vu. 711-713, c'est la conquête du Sindh. Vous avez, je vous ai listé ici quelques pouvoirs, il y en avait plus, faut le savoir, mais c'est les principaux, les Ghaznavides entre 977 et 1186. Les Ghurids, donc entre le 12e et le 13e siècle.
donc qui était surtout une dynastie en fait, qui était issue, hein, qui était une dynastie de Mamelouks, donc d'anciens esclaves, qui a pris le pouvoir. Et ensuite, surtout, le plus connu, c'est l'Empire moghol, qui va donc exister de 1526 jusqu'en 1857. Donc voilà pour vous faire un petit peu la liste des grands pouvoirs de la région. Également, les musulmans, très rapidement, ils ont été présents en Indonésie. Alors, c'est une islamisation qui s'est quand même fait sur le tard, même s'ils sont présents localement. Vraiment, l'essor de l'islamisation, il faut attendre le XIIIe siècle. Surtout, c'est vraiment là que se produit l'essor de l'islamisation localement. Là aussi, une islamisation là aussi qui est plurifactorielle, mais qui est principalement ici donc économique, culturelle et religieuse. Grande action des marchands musulmans, vous imaginez bien, auparavant, par rapport à ce que je vous ai dit auparavant. Il y a aussi une islamisation qui est beaucoup religieuse. L'aspect religieux est très important en Indonésie, avec un grand facteur, une grande place donnée aux soufis. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite d'ailleurs avec Demistif, qui est un autre youtubeur, on a fait une vidéo sur comment l'Indonésie est devenue musulmane. Vous allez apprendre pas mal de choses et on en parle plus en détail. Il faut savoir donc que l'essor politique s'est fait assez tardivement en termes de l'essor politique de l'islam, donc intégré, plutôt il a pas forcément concerné au tout début des puissances politiques, donc en fait les musulmans ne se sont pas imposés politiquement, c'est d'abord des souverains locaux qui ont choisi de se convertir et qui de fait ensuite, finalement par effet de boule de neige, ont fait que les populations locales se sont converties à leur tour. Donc là on aurait plutôt un phénomène descendant dans le sens où le haut de la pyramide sociale se convertit et finalement l'islam se répand ensuite par la suite. Mais il faut bien comprendre que ce phénomène a été multiple et qu'il y a aussi des populations locales, voire des basses couches de la société qui se sont converties et voilà, c'est pas juste un phénomène unilatéral. Aujourd'hui donc il faut bien comprendre que la population indonésienne est à 87% musulmane, et on l'oublie là aussi trop souvent, l'Indonésie c'est le premier pays musulman en termes de masse, en termes d'effectifs de la population musulmane. C'est vraiment assez dingue, alors que bien sûr c'est un pays qui est très loin de la Mecque et de l'Arabie actuellement, simplement l'islam est arrivé par le biais surtout des marchands et des soufis. Et il s'est très rapidement donc répandu ensuite. Également, ce qui fait question, et je pense que ce qui pose question, et ce que je traiterai à mon avis sur la chaîne YouTube, je dis à mon avis, mais c'est sûr dans les prochains mois qui arrivent, dans les prochains mois, c'est la conversion des dynasties mongoles. Alors les dynasties mongoles, ils sont surtout convertis à partir des 13e, 14e siècles. D'abord avec deux pouvoirs principaux, ce que vous voyez ici sur la carte, la Horde d'Or, donc un pouvoir qui a été effectif de 1242 à 1502, et ensuite, surtout ce que je connais plus en ce moment, c'est les Ilkhanides, donc un pouvoir qui a existé de 1256 à 1335, c'est ce pouvoir-là notamment qui a causé pas mal de dommages aux musulmans, en attaquant Bagdad et en pillant Bagdad, vous le savez, en 1258, et ensuite qui a en plus encore attaqué jusqu'en Syrie, et quasiment jusqu'en Égypte encore une fois, ce qui était le cas aussi dans aux premières attaques. Donc au début, entre le fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, une nouvelle attaque de ces fameux Ilkhanides. Mais ces Ilkhanides vont se convertir à l'islam. Là c'est en l'occurrence le cas de Razan Khan, qui s'est converti en 1295 pour les Ilkhanides, et la conversion du côté de la Horde d'Or c'est plus ancien, c'est Berke Khan, Berke Khan, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ou plutôt Berke Khan, je ne sais pas trop comment ça se prononce, en 1252 qui s'est converti à l'islam. Je ferai une vidéo de toute façon sur le sujet où on va voir un petit peu quelles ont été les motivations des Mongols. Pour l'instant je ne les connais pas, je suis comme vous, je suis tout frais, je suis tout bleu, et je vais me renseigner sur le sujet. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'en parlerai un petit peu sur le canal Telegram ou sur les mails si c'est pertinent. Maintenant, on va s'attaquer à l'islam en Afrique. Je pense que ça en intéressera plus d'un. Alors, je ne vais pas parler de l'arrivée de l'islam en Afrique du Nord parce que j'ai déjà dédié une vidéo YouTube qui date, vous le voyez ici, du 8 décembre 2019. C'est une de mes toutes premières vidéos, c'est la deuxième, il me semble. Donc, si ça vous intéresse, allez la voir. Voilà, elle est assez aboutie parce que la première, quand même, je peux plus la voir actuellement, je parle trop fort, le micro ça va pas du tout, mais celle-là au moins j'avais réglé au moins les petits défauts, donc allez la voir si ça vous intéresse. On va surtout se fixer ici sur la question de l'islam, l'arrivée de l'islam et des musulmans en Afrique subsaharienne. Donc l'Afrique subsaharienne, donc tout ce qui est finalement au sud de ce qu'on appelle le Maghreb actuel, on va parler de tout ça. Donc ce pays-là, cette région-là était appelé par les musulmans le Bilad el-Soudan, c'est-à-dire le pays des Noirs. Et pour les auteurs musulmans, surtout, encore, bon,
ça a mis un peu de temps à se développer, mais pendant longtemps, c'est considéré comme un bout du monde qui est assez étrange, où très peu de musulmans vont. Et c'est un petit peu un bout du monde aussi qui est imaginé comme recelant plein de merveilles différentes, c'est-à-dire des régions extrêmement riches, où on fait du commerce multiple, à la fois de l'or, de l'ivoire, des bois précieux et du sel, mais aussi bien sûr où on pratique l'esclavage, c'est-à-dire où on met en esclave, on réduit à l'esclavage des populations africaines, en allant bien sûr au plus profond des terres et en ramenant ces esclaves par le biais des routes caravanières. L'islamisation en elle-même, elle est venue donc via le commerce. Encore une fois, le commerce a été très important pour diffuser l'islam. Donc un commerce qui vient principalement au début en tout cas des commerçants venus de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Ce processus de l'islamisation en Afrique, il a été assez lent parce que d'abord il a surtout concerné des villes. Alors il faut comprendre que déjà en Afrique, mais dans tout le monde médiéval, ce sont avant tout les campagnes qui dominent. Il a d'abord concerné des villes, il a aussi concerné quand même des élites locales, notamment donc des souverains, des marchands. Donc, il faut bien comprendre que cette islamisation, ça a été d'abord un processus qui était lent, et ça a été aussi une islamisation qui a concerné qu'une petite partie des populations. Donc, phénomène lent et finalement circonscrit. Donc, je vous l'ai dit, ce phénomène d'islamisation, il suit aussi les grandes routes caravanières. Il a été un phénomène lié au commerce et aux marchands, avec une voie principale de diffusion. Donc, vous voyez, ça ne se voit pas très bien sur la carte, mais ça, en fait, c'est une sorte d'écharpe qui traverse l'Afrique, qui part du Sénégal et qui se rend jusqu'à la Somalie. À la Somalie, je ne sais pas si vous verrez ma souris, en fait, elle est juste ici. Donc, en fait, c'est une écharpe qui passe d'ici, et qui va jusqu'ici environ. Donc, tout ça, c'est islamisé petit à petit. C'est lent, mais c'est islamisé. Alors que du coup, en Afrique centrale, et surtout ensuite l'Afrique du Sud, et tout ce qui concerne ici un petit peu l'Afrique ici, et l'Afrique du Sud par la suite, on appelle l'Afrique australe, finalement, il n'y a pas ou très très peu d'islamisation. Donc voilà, comprenez que ça se concerne surtout quand même le nord de l'Afrique, et surtout cette bande, en fait, un petit peu horizontale. Également, pour parler de l'arabisation, donc l'arabisation, c'est finalement comment les populations locales ont commencé à ne plus utiliser, ou en tout cas à mettre à la marge leur langue auparavant, leur langue ancestrale, leur langue qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, et de les remplacer par l'arabe. Et ça aussi, une arabisation, elle a été pendant longtemps limitée, ça a mis du temps à se mettre en place, et les langues africaines ont toujours été utilisées. Alors j'ai cité le Peul, le Wolof, le Malinké, le Haussa. Et il y a deux cas différents où les choses ont été beaucoup plus rapides, c'est pour la Mauritanie et le nord du Soudan. Alors pour vous donner une petite chronologie de ce processus d'islamisation, en fait cette islamisation, elle a commencé dès le XIe siècle, notamment dans les régions du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Tchad et du Ghana. Et donc on est à cette époque du XIe siècle qui est reliée, on l'a vu dans le premier module, à la première dynastie berbère qui s'est imposée au Maghreb et en Al-Andalus, qui est celle des Almoravides. Donc les Almoravides ont vraiment, si on pourrait le dire comme ça, reboosté ou donné un coup de boost, un essor à ce processus d'islamisation. Et c'est aussi à ces époques-là, et petit à petit au fil des siècles et des décennies, que de grands pouvoirs africains vont émerger, comme celui du Ghana, comme celui du Mali, du Kanem-Bornou ou du Songhai. Ou Songhay, je ne sais pas trop comment on dit ça. Alors, si vous désirez plus de détails sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder, alors en même temps, du côté du premier module et de ce second module, vous avez un programme, en fait, ce qui s'appelle Apprentissage Express, où finalement, je vous donne l'essentiel à savoir. C'est un guide de 3 heures top chrono. Donc en 3 heures, vous maîtriserez à la fois les bases de l'islam, donc on ne l'a pas encore vu ensemble dans ces modules, et également, vous maîtriserez vous aurez une vision très claire de l'histoire arabo-musulmane, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. L'histoire arabo-musulmane, en plus médiévale, c'est quelque chose de très large, ça concerne quand même environ 7 à 8 siècles, et il y a plein de dynasties différentes à comprendre. Alors on a un petit peu déblayé les choses dans le module numéro 1, mais si vous voulez aller encore plus loin, vous avez Apprentissage Express. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous donne en fait la possibilité d'y accéder pour 50% de son prix initial, c'est-à-dire que pour 20 € au lieu de 39,99 €, donc 40 €, eh bien vous pouvez accéder à ce contenu.
c'est directement dans le lien, dans le seul lien qui est présent dans la description en bas de cette vidéo. Vous pouvez donc découvrir ce contenu où donc on va définir ensemble ce qu'est l'islam, à la fois les fondements de l'islam, qu'est-ce que l'islam dans sa définition la plus stricte, mais c'est déjà complexe, il faut le savoir. L'islam, c'est pas simplement le Coran et la tradition prophétique, il faut aller beaucoup plus en profondeur. On va voir ensemble les doctrines de l'islam, quelles sont leurs doctrines, quelles sont aussi les divergences au sein de l'islam, au sein donc des savants musulmans et des différents courants. On va parler rapidement, très rapidement des courants de l'islam pour que vous voyez aussi que l'islam, c'est pas simplement le sunnisme, c'est beaucoup plus complexe. Et également donc ce guide sur l'histoire arabo-musulmane qui va vous aider à avoir des repères extrêmement clairs sur l'histoire arabo-musulmane. Ici, on va se centrer surtout du 7e jusqu'au 8e siècle. En plus, vous pourrez télécharger le PDF, vous aurez aussi la possibilité de télécharger l'audio de ce cours. Et bien sûr, ce programme-là, il est accessible à vie. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de vous presser à le visionner. Il vous appartient à vie, vous pouvez le visionner quand vous voulez. En plus, j'ai découpé en fait le programme. C'est un programme vidéo, bien sûr, hein, de 3 heures découpé en 2 modules. Donc, j'ai découpé le programme en questions, en thématiques, ce qui vous permet en fait de regarder une question. Et si vous n'avez pas le temps de continuer par la suite, vous coupez et ensuite vous pourrez reprendre à la prochaine question. Comme ça vous permettra d'organiser votre temps comme vous voulez. Et ça, je sais que c'est important parce que vous n'avez pas tous le temps de passer 1 heure et demie devant un écran et que comme ça, vous pouvez l'adapter à vos besoins, à vos envies. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, le prochain module qui va s'intituler, dans lequel on va parler de pourquoi on ne peut pas comprendre l'islam sans étudier l'histoire. Ça, c'est un point vraiment primordial. Si vous voulez comprendre l'islam, ça ne passe pas seulement par la compréhension religieuse, ça passe aussi dans l'étude du domaine historique, l'étude de l'histoire arabo-musulmane. Sans comprendre l'histoire arabo-musulmane, vous ne pouvez pas, et je vous le dis, vous ne pouvez pas comprendre l'islam. Donc si vous avez des questions, des réflexions à me transmettre, n'hésitez pas à le faire, et je vous invite vivement à me le faire dans l'espace commentaires. Je lirai chacun de vos commentaires encore une fois, et j'y réponds soit sous quelques jours, le maximum sous 2 semaines. Donc, à part si bien sûr j'ai un énorme travail, ce qui peut arriver, mais franchement, allez-y, ça ne coûte rien, je vous invite à le faire vivement parce qu'il y aura assez peu de personnes qui vont poster leurs commentaires, parce que c'est pas une vidéo qui est publiée sur YouTube en mode libre, donc c'est une vidéo qui est restreinte et il y a très peu de personnes qui vont les voir, donc vous êtes en quelque sorte des privilégiés. Donc si vous avez des questions à me poser, c'est le moment, des réflexions, allez-y dans l'espace commentaire. Et quant à nous, donc on se retrouve pour le prochain module la semaine prochaine où, encore une fois, vous allez voir pourquoi vous ne pouvez pas comprendre l'islam sans étudier l'histoire arabo-musulmane.